Hachem. Alors voilà, ce soir, donc on a appelé le cours quel est l'impact que la femme, elle a sur son couple et notamment sur son mari. D'accord? Alors pour essayer de comprendre ce sujet, déjà il faudrait qu'on voit quelle est la nature profonde de la femme et quelle est la nature profonde du mari. Parce qu'Hachem, voilà, il crée, il a fait la création et il a créé Adam et Chava. D'accord? Au début, il a créé Adam et Adam, il était et féminin et masculin. D'accord? En fait, il avait tout en lui. Il avait, comme si on dirait, une âme complète. D'accord? Mais quand il a vu que la création, finalement, ils étaient par zivoug, ils étaient par couple, il s'est dit, mais moi aussi, j'aimerais bien avoir un miroir en face de moi, en fait, et avoir la lumière réfléchie, quoi. Ça veut dire d'avoir quelqu'un en face de moi, d'échanger, pour évoluer, finalement. Et donc, Hachem, il a écouté sa volonté, et c'est là qu'il a fait une opération chirurgicale, il lui a sorti une côte, et il a créé Chava à partir de sa côte. Et finalement, il a insufflé une part de l'âme de Adam dans Chava. Donc ça veut dire qu'en fait, qu'il a coupé l'âme en deux. C'est-à-dire que la partie masculine de la Neshama, de l'âme de Adam, elle est restée dans Adam, d'accord? Et la partie féminine de l'âme est partie chez Chava, d'accord? Après, bon, on va pas rentrer dans tout le sujet de la faute et à qui la faute et la souffrance, non, parce que ça sert à rien. C'est Hachem qui nous a fait fauter, il faut être clair. Hachem, il fait ce qu'il veut de nous, il nous a mis sur terre avec un truc, il nous a dit ça, je t'interdis, pourquoi tu le dis si c'est interdit? Et après, il nous pousse dedans avec le serpent. Bref, Hachem, il a voulu la faute, d'accord? En tout cas, c'est l'état d'esprit de la chassidoute. Après, pourquoi il a voulu la faute, Hachem? Parce que Dieu, il veut la tchouva. Il veut pas la perfection. Parce que lui, il est parfait. La création est parfaite. La nature est parfaite. Donc, finalement, qu'est-ce que l'homme, il avait à lui apporter à Hachem? Rien. Ça veut dire... c'est ce que le serpent, quelque part, il a été expliqué à Adam. Il lui a dit, mais tout est parfait. Et toi, t'es parfait. Qu'est-ce que t'apportes à Dieu? Rien du tout. Il n'y a aucune nouveauté dans ce que tu es, en fait. Donc, ou en faute, tu seras imparfait. Et là, tu vas travailler pour te parfaire à nouveau. Tu vois, pour atteindre une nouvelle sorte de perfection qui est une perfection acquise, travaillée, recherchée, etc. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et après, donc en fait, parmi les décrits, on va dire, de cette faute-là, c'est vrai que vient tout le sujet de la nida. Voilà, tout le sujet de la nida, de la pureté. Donc forcément des halachot de pureté familiale, etc. Et de tout ce que ça engendre finalement derrière. C'est vrai que, moi j'aime pas appeler ça nida, parce que nida c'est forcément impureté, c'est une connotation hyper rasratique, on dit en français, hyper angoissante, ouais, hyper angoissante, négative, ça appelle à l'éloignement, tu vois. Mais le Rabbi a toujours appelé ça, de tout ce que j'ai lu dans les lettres et tout, il a toujours appelé ça Taharat HaMishpacha. Et là ça change tout ça change tout le concept, ça veut dire que c'est vraiment la pureté de la famille. C'est quoi Taharat? Taharat HaMishpacha, ça veut dire la pureté familiale, la pureté de la famille en fait. Et on pourrait se dire pourquoi ça s'appelle la pureté de la famille, on aurait dû dire la pureté du couple, ou la pureté de la femme, ou la pureté de, je sais pas, pourquoi la pureté de toute une famille? En fait, faut qu'on comprenne que vraiment c'est le cas. Ça veut dire que c'est pas juste un homme et une femme qui respectent les lois qui sont transmises, c'est un homme et une femme qui s'inscrivent dans un projet divin. C'est pas stable, c'est pas rien. Ça veut dire que ce qu'ils vont faire et le libre arbitre qu'ils vont utiliser pour mettre en application ces lois, ça va vraiment avoir un impact sur le monde, l'univers entier. D'accord? À tel point qu'on dit que par exemple quand une femme juive elle va et qu'elle va faire ses bdikot, ses vérifications, pourtant personne n'est au courant, c'est entre elle, les toilettes et Hachem. Genre, il n'y a personne qui est là, il n'y a aucun témoin, peut-être elle en parle avec son mari, peut-être pas, c'est elle qui gère, des fois elle gère toute seule, mais en tout cas ça ne regarde que elle, d'accord? C'est elle et son intimité et sa conscience.
Et bah pourtant, on nous dit, mais sache qu'à chaque vérification, tu es en train de créer un ange défenseur. Pour ton foyer, pour ta maison, un ange protecteur qui va protéger les tiens et l'époux et toi, etc., qui va amener que des bonnes choses. Donc, en fait, on comprend que là, on n'est pas en train de... C'est ça le juif, en fait. Le juif, tout ce qu'il fait, ça a un impact sur l'univers. Le non-juif aussi, j'ai envie de dire. Mais disons que lui, c'est plus facile parce qu'il a, il a les 7 lois de Noé. D'accord? Donc ça se résume, enfin, ça résume un peu toute la Torah. Mais en tout cas, lui, il en a 7. Nous, on en a 613. D'accord? Voilà. Donc, évidemment, il faut les encourager. C'est notre travail de affirmer cette loi de Noachik. Mais ils n'ont pas toutes ces... 613, en tout cas, ils n'en ont pas. Et donc, tout ce qu'un juif va faire, ça a un impact énorme sur l'univers. Et sur la venue de Mashiach, et sur le fait de rapprocher la Géoula. Vraiment, on ne se rend pas compte, en fait. Voilà. Alors déjà, comment on peut aborder ce sujet avant de comprendre c'est quoi l'impact qu'une femme elle a sur son mari, et inversement, on va en parler aussi dans l'autre sens. On n'est pas, juste pour le côté des hommes, on va parler du côté des femmes évidemment. C'est de comprendre quelle nature ils ont profondément dans leur neshama, d'accord? La chassidoute, elle va nous expliquer que le mari, c'est la chorma, ce qu'on appelle la chorma. C'est la sagesse divine, en tout cas c'est la sagesse, d'accord? On va expliquer un peu. Et la femme, c'est la bina. La bina, c'est quoi? C'est la réflexion, d'accord? On va voir dans la vie de tous les jours, par exemple, un homme, lui, il parle pas beaucoup, mais quand il a une idée, des fois, il sait même pas l'expliquer, et il sait que c'est bien. Il sait qu'il faut la faire et il faut la mettre en place. Et il va voir sa femme, ok, d'accord, bon, aide-moi à mettre en place ça. Et elle va être la bina. C'est-à-dire, elle va prendre cette idée, ce concept, et elle va finalement le développer, le réfléchir, le détailler, et le rendre, faire tout pour qu'il soit concrétisable, en fait, dans la réalité des choses. Donc, on voit que les deux, évidemment, ils se complètent. C'est pas rien n'est un manque l'un pour l'autre, au contraire, on se complète l'un l'autre. Et donc, c'est deux fonctionnements différents en réalité, parce que le mari souvent il va être moins dans le dialogue, moins dans l'expression, plus dans l'action et dans des petits trucs comme ça qui sortent de temps en temps. Et la femme, c'est tout le contraire, elle va être beaucoup dans la parole, beaucoup dans l'expression, beaucoup dans les sentiments, et elle va être plus dans les sentiments, et aussi elle est liée à tout ce qui est en gros dans les sphirotes. On va expliquer un petit peu. Bon, le mari il est lié aux sentiments aussi, faut pas croire, c'est pas parce qu'il les dévoile pas qu'il est pas sentimental, au contraire, lui à la base avant de se marier il est que sentiment. C'est que quand il se marie que sa femme elle lui donne une part de son âme qui est foncièrement intellectuelle, d'accord? Quand ils se marient en fait ils échangent un peu, je l'ai expliqué dans mon livre, dans le livre que j'ai écrit, c'est Une âme dans un corps. Et en fait, le mari, il est plus... avant le mariage, il est lié au sentiment. Donc du coup, tu dis qu'au moment du mariage, il y a un échange de... Ouais, c'est comme une... c'est même pas un échange, c'est comme si les âmes, elles s'imbriquent, comme ça on dit. D'accord, ouais. Elles s'imbriquent l'une l'autre. Et en fait, l'une, elle va apporter à l'autre ce qui lui manque. Ok. Et donc, ça va être ce qu'on appelle donc, un couple, en fait, dans le judaïsme. C'est pas une âme plus une âme égale 2. C'est une moitié d'âme et une moitié d'âme, ça fait 1. D'accord? C'est-à-dire que vraiment, d'ailleurs on le voit quand un bébé est né, qu'est-ce qu'on dit aux parents? Que tu l'emmènes à la Torah, tu l'as grandi dans la Torah, Choupa ou Maasim Tovim. On dit mais attends, il vient de venir au monde, tu me parles de Choupa, genre qu'est-ce que t'as? Attends, laisse-moi profiter un petit peu du bébé. Non, mais en fait, on comprend de là que le tachlit, le summum de l'épanouissement de l'être, c'est finalement le mariage. Ça peut pas passer par autre chose. C'est-à-dire que quelqu'un, il a beau avoir une carrière, il a beau avoir de la famille, des amis, peu importe, au Hachem, tant mieux. On va pas lui dire de pas avoir tout ça. Mais disons qu'au niveau de l'âme, il y a comme un vide énorme qui se fait ressentir, que la personne, elle sent qu'elle est une moitié d'âme.
À tel point que la Torah nous dit plaguez-vous. Enfin, elle nous dit c'est une personne qui n'est pas mariée, elle ressemble à la moitié d'un corps. Pour nous montrer à quel point c'est fort. Et à quel point la personne, elle ressent ça dans son âme. Elle ressent un vide terrible. Et quand elle arrive au mariage, c'est seulement là que la Torah elle dit que d'accord, maintenant tu es sorti de l'adolescence, même si tu as 40 ans. Tu viens de sortir de l'adolescence et maintenant tu rentres dans la période d'adulte. Parce que maintenant ça a été chalem, t'es entier, voilà, t'es complet. Et t'as en toi, par ce mariage, par cette union, tu as en toi toutes les forces de l'âme. Il te manque rien maintenant. Pour avancer, pour t'épanouir, pour te construire, etc. D'accord ? Donc, il y a un point aussi qui est hyper important, c'est que le mari, en fait, dans la structure divine, on va dire, Hachem, il a fait en sorte, enfin, il demande en tout cas, que le mari, c'est le mashpia. Le mashpia, ça veut dire c'est celui qui va influencer la maison. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, enfin, en tout cas, les non-juifs, souvent, on entend dans la psychologie, il y a comme un triangle de familial. Ils mettent le papa de la tête, c'est le père. Après, il y a la maman et après, il y a les enfants. Et ben là, c'est pareil en fait. C'est le même principe, c'est-à-dire que le mari, il est celui qui influence. D'accord ? Et on le voit sur son corps, ok, ça va vers l'extérieur. La femme, c'est l'inverse. C'est celle qui reçoit, d'accord ? Et son corps aussi nous le montre. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui reçoit la goutte de semence et elle fait un bébé avec ça. Et elle part de rien et elle est celle qui reçoit cette abondance, ce potentiel, et elle en fait un réel, elle en fait du concret. Elle est celle qui reçoit. Donc en fait, au niveau psychologique, c'est-à-dire que c'est vrai que dans le monde moderne, on a beaucoup une autre image en fait de la femme et de l'homme, où finalement la femme, tant mieux, hein, elle s'est épanouie, elle est businessman, elle est indépendante, en gros elle a besoin de rien en fait, d'accord ? Mais des fois on se dit mais pourquoi où il est le mari dans tout ça, tu vois ? Et c'est vrai que les maris aujourd'hui sont plus féminins, c'est-à-dire que voilà, ils ont besoin d'aide dans la parnassa pour apporter à manger à la maison, ils ont besoin d'aide de la femme. Ils aident beaucoup plus à la maison qu'avant, dans les générations d'avant, parce qu'avant ça n'existait pas. Les hommes, ils allaient chercher à manger, certes, mais ils revenaient, c'était des pachas, ça veut dire c'était le travail de la femme, etc. Tout était bien défini. Maintenant, on est une génération où finalement tout se croise. C'est pas pour le mal, c'est pour le bien, parce que c'est l'ikrata geoula, comme ça, c'est comme on approche de la délivrance, en fait, on doit être capable d'être dans l'unité comme ça, dans l'union, dans la shlemut, comment dire, la perfection et se compléter, la complétude en fait. Mais c'est vrai que il faut faire attention parce que la femme qui se met dans l'état d'esprit, j'ai pas besoin de lui quelque part, et elle se met en danger, elle met en danger son couple. Pourquoi ? Parce que profondément et dans la nature qu'Hachem il a créée, c'est implanté le fait que l'homme il doit être le mashpia, ça veut dire qu'il doit être celui qui donne. Parce que tout simplement, il est créé comme ça. L'homme, il est lié au sentiment, précisément, du chesed. Chesed, c'est la main droite, c'est celui qui donne. La femme, elle est liée à la gvoura. La gvoura, c'est la rigueur, c'est celle qui prend, c'est la main gauche. Okay. D'accord ? La femme, on voit, quand... on va donner un exemple. Quand le couple, il va faire les courses, ou que le mari va faire les courses, bref, il ramène, elle fait le détail... le mari dit t'as vu j'ai pris ça, il a pris des choses qu'elle n'a pas demandé, mais qui sortent. Donc il a rajouté, et elle, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle fait le détail et elle voit il manque ça. Mais je viens d'apporter des courses et tu me dis qu'est-ce qui manque, tu me dis pas qu'est-ce qu'il y a, genre c'est complètement deux opposés en fait, enfin opposés mais qui se complètent. C'est-à-dire que l'homme il voit toujours le côté du verre à moitié plein, d'accord ? La femme veut le côté à moitié. Voilà, et la femme, elle a une tendance fâcheuse, hein, parce que c'est vrai que bon, faut être positif, optimiste, etc. Mais c'est dans sa nature, elle malade, c'est comme ça qu'Hachem l'a créé, c'est comme ça que le monde se construit. Elle voit ce qui manque, c'est plus fort qu'elle. Et donc des fois, ça peut porter à défaut. C'est pareil, un homme, il accepte sa femme telle qu'elle est, tu vois. Pourtant. On peut dire, on va dire qu'après le mariage, il y a plus une transformation de la jeune fille qui devient femme
au niveau caractériel, au niveau psychologique, au niveau nafchique, même physique, on le voit, plus que chez l'homme. D'accord? Et pourtant, lui, le mari, il accepte sa femme avec ses changements. Elle devient nerveuse d'un coup parce qu'elle a des enfants. Elle crie alors qu'elle jamais elle a levé la voix quand elle était jeune fille. Il découvre des choses comme ça qui sortent, qui sont nouveaux en fait. Mais il aime comme ça et il accepte comme ça. Par contre, elle sait reconnaître quels sont ses défauts. Non seulement elle sait reconnaître quels sont ses défauts du mari, elle va tout découvrir après le mariage, comme si qu'il y avait monts et merveilles avant, et que finalement elle a ouvert les yeux, tu sais, on dit l'amour rend aveugle et le mariage rend la vision, rend la vue. C'est exactement ça en fait, c'est Hachem qui a fait exprès, hein, parce que si elle n'était pas aveugle, il n'y aurait pas de mariage. Et donc c'était la colle, hein, l'amour c'était la colle. Mais c'est vrai qu'il y a comme un hipour comme ça, un renversement de situation, où finalement après le mariage elle ouvre les yeux et elle découvre l'homme qui est devant elle, tu vois, elle se dit mais quel imposteur, ça veut dire en fait il a ce défaut, et elle voit, et elle critique, elle est dans la critique la femme, d'accord, et elle se trompe pas, elle a raison au fond, d'accord, et c'est vrai que le chemin qu'elle doit emprunter, il n'est pas celui de la critique à l'état pur, d'accord, parce que si elle est dans la critique à l'état pur, elle va détruire le mashpia, elle va détruire celui qui est censé l'influencer, tu vois, elle est là pour aider son mari, ça veut dire qu'elle est, la Torah elle dit Ezer Kenegdo, elle est vraiment son aide sur terre pour se parfaire, pour se perfectionner, pour agrandir ses kelim, pour agrandir ses brachot dans tous les domaines, tu vois. Mais si elle utilise cette intelligence là qu'elle a en plus, la Torah elle dit que la femme elle a une intelligence supérieure, si elle utilise d'une manière où elle va irriter finalement le mashpia, donc le chef de famille quelque part, et ben elle va l'abîmer, que Dieu préserve. Elle va l'abîmer, là elle a tout perdu. Parce que elle n'est pas là pour le détruire. C'est pas ce qu'Hachem il a demandé. Il lui donne une moitié, sa moitié. Elle est là pour l'aider à se construire. Elle est là pour l'aider à avancer, à évoluer, à se parfaire. Voilà, des fois, moi j'entends des mamans, des fois elles te disent mais mon mari avant il changeait pas une couche, il s'approchait pas de la couche, genre il savait pas ce que c'était, genre une omelette il savait pas la faire, etc. Et oui, mais alors tu peux lui demander d'évoluer, mais de deux manières, ou en le brisant, ou en lui parlant gentiment, avec douceur, et ça c'est la femme. La femme c'est la douceur, c'est être agréable, c'est amener les choses avec respect. Et ça c'est très important parce que bon, aujourd'hui on voit que parfois il y a beaucoup de manque de respect entre ça va dans les deux sens, hein, on ne dit pas, hein, mais bon on est dans un cours de femmes, mais la base du mariage c'est le respect, ça veut dire on peut pas s'amuser à manquer de respect à l'autre, c'est pas possible, déjà parce que celui ou celle qui est en face de moi c'est une création de Dieu, d'accord, donc juste du fait que c'est une création divine, je dois pas lui manquer de respect. C'est comme si qu'on me dit mais je suis en train de marcher sur un champ de fleurs, ou on fait pas ça, ça se fait pas, d'accord, c'est Hachem qui a créé, c'est la nature. Il y a des gens qui sont venus travailler dur pour que ça pousse, ou comme des plans d'agriculture, on va pas piétiner, on va pas casser les branches, on va pas abîmer ça, d'accord, on va respecter. Bah là c'est encore plus, c'est encore pire parce que c'est la personne avec qui je suis censée évoluer, grandir, m'épanouir, etc. Donc si on ne pose pas les bases qui sont les bases saines d'un couple, c'est-à-dire le respect mutuel, et c'est vrai que des fois, il y a la femme ou l'homme, ils ont deux éducations différentes. Des fois, chez le mari, ça se fait de faire une réflexion à la femme devant les gens, tu vois. Ou l'inverse. Des fois, la femme, elle est habituée à parler trop vite devant les gens, et bon, c'est pas grave, tu vois, ça passe, on est cool, on est ouvert, on est détente, machin, on est entre amis, on est entre nous, machin. En fait, pas du tout. Ça veut dire que ça, il faut stopper tout de suite. C'est aller dans le mur, concrètement, c'est vraiment aller dans le mur, parce qu'après, il peut y avoir même des vexations. L'autre, il n'ose même plus dire que ça le blesse,
Et finalement, on est l'un à côté de l'autre. On n'est plus l'un avec l'autre, on est l'un à côté de l'autre. Et ça, c'est une catastrophe. Donc, et j'ai envie de dire que même si, chas shalom, Dieu préserve, même si, par exemple, une femme, elle peut très bien dire, oui, mais mon mari, il ne me respecte pas devant les gens. Même si moi, je vais les respecter, allez, on va dire, lui, il me respectera pas, c'est sûr. Mais c'est pas grave. Alors quoi, on est des ânes, on va se comporter comme des animaux, et tu vas te rouler dans la boue avec lui, ça veut dire, le rabbi dit un truc, une phrase, quand quelqu'un il se comporte mal envers nous, on va pas se rouler dans la boue avec lui. C'est pas notre travail. Nous, on est des princes et des princesses de Hachem. Notre travail, c'est pas de se rouler dans la boue. L'autre, il veut me rouler dans la boue, c'est pas grave. Moi, je me plonge pas avec lui. Et en plus, quand je vais montrer que moi, je me comporte respectueusement envers l'autre, eh ben, ça va lui influencer quelque part. En malasot, c'est que je veuille ou non, ça va l'influencer, ça va le marquer et ça va lui montrer que je me situe pas à ce niveau-là. Comme on parlait au début, je ne vais pas chuter. Je ne chuterai pas. Et donc, ça va obliger la personne finalement à s'élever vers nous. D'accord ? Et pareil, inversement, c'est-à-dire qu'un mari, des fois, ça arrive que la femme, elle ne le respecte pas du tout. C'est atroce. Ça veut dire, des fois, la femme, elle le piétine devant les gens, quoi. C'est horrible. Que ce soit devant les invités, devant les amis, des blagues. Non, c'est pas méchant, etc. Mais ça brise un être, tout simplement. Ça veut dire que tu es en train de briser la personne qui est le plus importante au monde. Il n'y a personne qui est plus important au monde que ton mari ou que ta femme. C'est ta moitié. Tu n'as personne d'autre au monde. Tu es orphelin, entre guillemets. Dans le sens où c'est ta moitié d'âme. En fait, j'ai envie de dire même, quand on manque de respect à son zivoug, à sa moitié, c'est comme si on se manquait de respect à nous-mêmes. D'accord ? Parce que déjà, oui, quand on manque de respect à l'autre, ça prouve qu'on ne se respecte même pas soi-même. Et de deux, cette personne qui est en face de moi, c'est pas une personne séparée de moi. C'est une personne qui est en moi, qui fait partie de moi. Donc, je suis en train de manquer de respect à une part de mon âme. Donc, c'est très grave. C'est pas à prendre à la légère. Donc ça, c'est la base pour un couple, pour démarrer sainement sa vie, ou même redémarrer, c'est la base de tout. C'est d'exiger le respect. C'est s'il y en a un qui déborde ou quoi, c'est d'exiger le respect. Moi, je te respecte, je te parle pas mal devant les gens, tu dois faire pareil. C'est le minimum syndical. On est deux adultes, si on a quelque chose à se dire, on va dans la chambre parler, on parle, mais quand il n'y aura pas les gens, quand il n'y aura pas la famille, mais la base d'un mariage et d'une relation saine, c'est le respect mutuel. Parce qu'on est des êtres humains et qu'on doit le respect à tout être sur Terre. C'est tout. Donc ça, c'est hyper important. Ça veut dire que, et même quand une femme, elle se retrouve seule avec son mari, comme elle est très critique, on a dit, elle est dans le manque, elle repère le manque, elle repère les... Le verre à moitié vide. Ouais, elle repère toutes les défauts en fait, des défauts en fait qui étaient comme ça avant le mariage, poum, ça explose en pleine tête comme ça après le mariage, et elle voit que ça limite, d'accord ? Donc évidemment, elle doit faire un travail de rechercher les qualités de son mari. Ça veut dire il y a vraiment, de ce qu'on nous avait enseigné, je me rappelle, c'était à Orchaya. On avait, donc c'était une formation sur la pureté familiale, et en fait elle disait, quand un couple par exemple il atteint un niveau, il ne peut plus se voir l'un l'autre, que Dieu préserve évidemment que personne n'arrive à ce niveau-là, c'est de prendre une feuille et une technique pour essayer de rallumer la flamme doucement et de remettre, de réapprécier l'autre en fait. C'est de prendre une feuille et chaque jour ou chaque semaine d'écrire 5 qualités de l'autre. 5 qualités. Après, ça peut être des actions que la personne elle a fait, c'est-à-dire que le mari il a fait dans la journée ou que la femme elle a fait dans la journée. Et de se dire, ok, merci Hachem pour ces qualités-là. Voilà, il a ça, il est comme ça, comme ça. Et en fait, ça permet de focaliser sur le positif. Et que la femme, la femme ou le mari, ne reste pas sur la chose négative. Pourquoi ? Parce que la perfection n'existe pas. On est... ça me rappelle une histoire, c'était un jeune couple. Ils avaient 1 an de mariage et quelques. Et ils sont partis voir le rabbi. Enfin, c'était la femme, je crois. Elle est partie voir le rabbi. Elle lui a dit, ça y est, je crois, rabbi, que je me suis trompée.
je vois tous ses défauts. En fait, ça faisait 1 an qu'elle était mariée, et ça y est, elle est redescendue du nuage, et elle a commencé à ouvrir les yeux sur les défauts et tout, genre vraiment, en fait, il est comme ça, il est pas comme ci, machin, nan, nan. Et le rabbi, il lui a souri, il lui a dit, je crois, quelle est votre image du couple? Alors elle dit, mais moi, ma référence, c'est ce qu'on voit, je sais pas, moi, à l'époque, c'était quoi, Dallas, ou les feux de l'amour, quoi, on va dire, les stéréotypes, quoi, où les gens s'aiment et s'offrent des cadeaux et des voyages et des surprises. Et le rabbi a souri, il a dit, ouais, bah, faudrait peut-être un peu, enfin, je le dis avec mes mots, mais il a dit avec ses mots, il faudrait trouver cette lettre ou cette histoire, et il lui a dit, il faudrait peut-être regarder avec, faudrait changer de référence, en fait. Parce que le couple, il n'est pas là pour chômer. En gros, il faut qu'on comprenne que le but du mariage, c'est pas d'être au chômage, c'est d'évoluer. Et je peux pas évoluer sans l'autre. Ça, c'est important de comprendre. La femme, elle peut pas évoluer sans son mari. Et son mari, il peut pas évoluer sans elle. Et c'est pas juste qu'elle est là pour l'aider à lui et pour amener des enfants au monde, les éduquer, les grandir, faire la cuisine. Non, 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 non. Là, vous êtes en train de travailler l'un avec l'autre. Et c'est pour ça que le mariage, par définition, c'est un travail permanent, de longue haleine, de concession, d'arrangement, de trouver des terrains d'entente, pour que l'autre puisse s'épanouir tout simplement et qu'on puisse bâtir, construire ensemble un foyer, une maison avec la pureté, la sainteté et une atmosphère agréable. D'accord ? Et aussi un point qui est important, c'est que des fois on ne se rend pas compte, c'est que y a des périodes comme ça où la femme elle peut être très nerveuse quand elle est enceinte, les hormones, les règles, les machins, etc. Bon, parce qu'elle a des changements aussi dans son corps physiologique. C'est de jamais prendre l'habitude de crier. Pourquoi ? Parce que les cris, ça ouvre la porte à l'ange qui est mauvais, qui est destructeur. Donc ça, c'est hyper important de savoir que quand on rentre les cris à la maison, on commence à faire entrer quelqu'un qu'il ne faut pas à la maison. Mamash, c'est un roi Khatouma, un souffle d'impureté en fait, un ange destructeur qui va provoquer des peurs, des craintes, des tourments, des choses pas qu'il ne faut pas laisser rentrer. Donc ça, c'est hyper important qu'une jeune femme, une jeune fille, même quand on la prépare au mariage, de lui dire qu'il ne faut surtout pas qu'elle s'amuse à ouvrir la porte à ça. Après, je ne dis pas, il y a des moments de craquage dans une vie de famille, il y a des moments de crise, etc. Mais ça doit être vraiment, vraiment le strict minimum, ponctuel, ça doit être même fait pour 2 semblants. On dit quand tu cries sur un enfant, tu dois faire semblant de crier. Sinon, tu n'es pas en train d'éduquer, tu es en train de t'énerver, c'est pas pareil. D'accord ? Donc, c'est pas facile à faire non plus. Hein, on n'est pas là pour donner des leçons. Mais voilà, on essaie de prendre le recul nécessaire. C'est-à-dire que quand je suis en train de crier vraiment, c'est que là, je suis passée dans les sentiments. Et on a dit tout à l'heure, un adulte, en fait, c'est l'intellect. C'est l'intellect qui doit le diriger. Sinon, c'est un enfant. Pardon. Sinon, c'est un adolescent. L'adolescent, il est lié aux sentiments. C'est toute cette période tumultueuse comme ça, où il ne sait pas où il en est, etc. C'est quoi ? C'est les sentiments qui ne le laissent jamais tranquille. Donc si on est dans la colère, dans la tristesse, dans la frustration, dans tous ces sentiments négatifs, on est dans l'adolescence. D'accord ? C'est bon de le savoir, c'est important, parce que ça nous permet finalement de rebondir et de se dire, ok, là, ça va pas. D'accord ? Le Tanya, il nous dit tout le temps, c'est quoi notre but d'existence sur Terre ? C'est Moar Shalit à la lèvre. Ça veut dire que c'est l'intellect qui doit maîtriser le cœur. Si on n'est pas Moar Shalit à la lèvre, c'est-à-dire qu'on n'est pas un Meler, on n'est pas un roi, d'accord ? On dit Moar, lève et Kaved, d'accord ? Ça veut dire c'est le cerveau qui maîtrise le lève, le cœur, et donc qui donne les impulsions, le Kaved. Le Kaved, c'est le foie. C'est tout ce qui est impulsif. Donc ça, c'est le bon ordre. On ressemble à un Meler. Celui qui n'est pas là-dedans, qu'est-ce qui se passe ? Il s'appelle Kelev, comme un chien. C'est-à-dire que ça fait Kaved, lève et pourquoi c'est Kelev ? Bête, ça doit être, je sais pas, Moar. Bon, je sais pas exactement le mot, mais en tout cas, c'est dans le sens inverse. Ça veut dire qu'en fait, c'est les pulsions qui dirigent le cœur, qui disent au cœur quoi ressentir,
Et en fait, il va intellectualiser ça et il va justifier ça. Toutes ses envies, ses pulsions, etc. Non, tu es rentré dans le monde adulte, c'est ça le mariage, c'est rentrer dans le monde adulte. C'est-à-dire que maintenant, tu dois être capable de prendre possession de toutes tes qualités. Ça veut dire que tu dois mettre en action maintenant ton intellect réellement. D'accord? Et c'est ton intellect qui va diriger ton cœur, lui dire quoi ressentir, et ensuite seulement, alors les pulsions qui suivent, elles seront métoucanotes, elles seront réparées, elles seront saines. Après, oui, voilà. Il y a un petit point aussi dans la pureté familiale qui est important. Un des moyens aussi, c'est déjà de s'habituer tout le temps à avoir le dialogue. D'accord? Mais dès le début du mariage. Pourquoi? Parce qu'après, on sait que les habitudes, c'est plus fort que tout. Et si on ne prend pas l'habitude dès le début de se rencontrer, de parler, de dialoguer, alors forcément avec la vie de tous les jours, les enfants, la routine, etc., forcément ça va s'évanouir. Et après, il y a deux étrangers qui se retrouvent à la retraite. Ils se regardent, ils disent « Salut, t'es qui ?» Genre, ça fait... il faut recommencer Chidour. Vraiment. C'est vrai que c'est aussi quelque chose que j'ai instauré avec Marie, c'est de toujours parler, toujours communiquer, tout se dire, tout. Voilà. Parce que sinon, on reste dans les non-dits et après on s'énerve sans et on s'éloigne. Voilà, exactement. Et on s'éloigne et on ne dit pas ce qu'il y avait sur le cœur. Et on ne règle pas les petits trucs et après ça grossit. C'est ça. Et on laisse rentrer le yetzer entre nous deux en fait. On laisse s'immiscer pour rien. Voilà. Alors que si on en avait parlé dès le début, on aurait mis carte sur table et pour un petit truc on aurait... Mais ça, c'est une merveille. Bravo, Kolakavod. Il faut établir ça dès le début. Je crois que c'est le plus important, c'est la communication. C'est la base. Disons que l'homme et la femme, ils sont tellement dans deux mondes différents qu'il n'y a que le dialogue qui peut les aider. Le dialogue. Et surtout, j'ai envie de dire, au Prachem, quand on est dans un couple jeune, il y a des phases, justement, avec la pureté familiale. On a la phase de Nida, c'est-à-dire quand la femme est impure, et à la phase où elle est pure. Et justement, il faut profiter aussi de cette période de Nida, dans le sens, des fois, moi j'entends des couples qui me disent « Non, mais moi je l'aime trop et on ne supporte pas de dormir dans la même chambre. » Ben, c'est pas bien, du tout. Pourquoi? Il faut, mamache, dormir dans la même chambre, c'est la halakha, dans deux lits séparés, évidemment, d'accord? Il faut la taille d'un avant-bras entre les deux lits, pour pas qu'on se touche si jamais on s'étale, quoi. Et il faut rester et s'endormir dans la même chambre. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que c'est une période justement où les corps ils sont interdits l'un à l'autre. Et donc il y a un espèce d'éloignement physique. Et c'est le moment ou jamais d'avoir un rapprochement intellectuel, un rapprochement dans l'âme en fait, à travers le dialogue. Et souvent c'est le soir, quand on peut souffler un peu, qu'il y a l'occasion de parler, d'échanger, de raconter la journée, de parler de choses qu'on voulait dire depuis longtemps, de discuter, d'échanger, etc. Donc ça, c'est hyper important d'être méticuleux de ça, de jamais